Comme disait Claude François, en avril, ne dénude pas un fil. Non, attends, c'est pas ça. Ah oui, si, va. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le Point Génius, la chaîne Science et Technologie et Proverbes de Tata Simone. Et comme je commence à avancer en âge, comme tous les vieux, on va parler... Eh, mais le Front National... Hein? Quoi? Mais non, non. Non, ah oui, voilà. On va parler météo. Il faisait frais hier, hein, ça te rafraîchit. Ah bah je vous ai vu le week-end dernier à Villefranche, hein, les gars. À part Natacha et Léa, on va pas se mentir, vous êtes plus proche de l'EHPAD que de l'après-midi chevalier du Zodiac. Bref, on va parler météo, mais surtout histoire, physique, Mortal Kombat, Astérix et Obélix, chevalier du Zodiac justement, et Akira, enfin, sur cette chaîne. Ouais, faut vraiment que je fasse un truc sur Akira, genre la séance de Marty pour Dune, quoi. Non, allez, on va pas commencer avec ce genre de projet à la con. Bref, on va parler zéro absolu, limite de température, et pour prendre des forces, on accueille les copains de chez YFood. Checker sa route, checker son chemin... Qu'est-ce que je... Tu m'expliques? De quoi? Je sais pas, les ailes, la chanson pourrie... Les ailes? Ouais. Oui, parce que je suis une fée. Ouais, d'accord, t'as pas compris. Tu m'expliques pourquoi les ailes de fée? Pour présenter la poudre YFood. Ouais, je sens bien que t'essaies de me dire un truc, mais... Les poudres YFood. Ouais. C'est des repas complets avec 15 saveurs qu'on connaît déjà, hein, banane, creamy cookie, saleté de caramel bien entendu, que tu doses à ta convenance et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Checker sa route, checker son chemin. Et d'ailleurs, en parlant de route, c'est les vacances qui arrivent, tout à penser, gérer les gamins, la bouffe, le GPS, les gamins à occuper, comment tout rentrer dans le coffre, les gamins qui aiment rien. Et justement, quand on n'a pas trop la place, les poudres YFood, c'est génial pour ça. Vous prenez 4 sachets différents, comme ça, il y en a pour tout le monde, et pas de prise de tête. Mais attends, t'es en train de me dire que les ailes de fée, c'est par rapport à la poudre de fée. Bah oui, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bah rien, justement, parce qu'en fait, c'est pas de la poudre, c'est de la poussière de fée. Donc le jour où on parlera d'aspirateur, il n'y a pas de problème, tu pourras reprendre ton déguisement. Mais en attendant, ça, tu me donnes. D'accord, mais quel rapport avec l'aspirateur? Bah, la poussière. Ah, et pourquoi c'est toi qui prends? Parce que je suis canon. Canon, poudre, tout ça, ça marche. Oh, joli. Parce qu'en plus des produits que vous connaissez déjà par cœur, pour les vacances, découvrez les poudres YFood. Toujours plus succulentes, toujours plus pratiques pour la route, en randonnée, des repas complets faciles à transporter et à préparer avec juste un peu d'eau ou du lait à ta convenance. Le pack découverte, c'est 5 saveurs à tester pour tout le monde et vous avez 10% de réduction en cliquant sur le lien en description avec le code GeniusYouTube. Checker sa route, checker son chemin. Alors bon, en prenant de l'âge, j'ai gagné en maturité. J'ai donc pris une grande décision. Les vannes sur 12 par sec, c'est terminé. J'ai décidé de grandir. Donc non, quand je parle de zéro absolu, je ne ferai aucune vanne sur sa chaîne. Trop facile. Non, à partir de dorénavant, je ferai allusion à Sens de Cantor à la place. Ouais, mais c'est Yann en fait là sur la miniature. Ok, ben à partir de la prochaine vidéo, c'est plus lui qui prend alors, mais Valentine. Alors déjà, qui sait la température? Oui, parce que toujours pareil, hein, vous avez l'habitude sur la chaîne, on va déjà déterminer de quoi qu'on cause. La température, c'est l'agitation des atomes, des particules. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Plus il bouge vite, plus il s'agite, plus il fait chaud. Et moins ça bouge vite, plus il fait froid. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, like, partage, le type. Mais non, on est en 2025 là, non, on peut plus faire ce genre de vanne là, ça suffit. Non, si les atomes étaient des humains, la maternelle, il court dans tous les sens, chaud. Papy, mamie à l'EHPAD, il bouge plus, froid. Donc, plus précisément, la température, c'est l'énergie captée par les atomes qui vont donc s'agiter. Ça peut être par exemple l'énergie mécanique créée par la friction, chimique de la combustion, ou d'une réaction nucléaire, ou tout bêtement le rayonnement du soleil qui va venir vous chauffer la couenne. En ce moment, on le voit bien, hein, la partie à l'ombre est à moins 8000, quand la partie au soleil est en train de rôtir. C'est parce que la lumière du soleil transmet de l'énergie aux atomes qui vont donc se mettre à s'agiter. Et cette agitation va se traduire par la dilatation du milieu, gaz, liquide ou même solide. On le voit bien avec le métal, qui va prendre plus de place en se réchauffant. Oui, vous savez, quand vous arrivez sur un pont, vous avez des sortes de griffes là, plus ou moins écartées au début. En hiver, ça fait un gros trou, et en été, on le remarque à peine. Eh bien, c'est parce que la route se dilate ou se contracte avec la température. Sans ça, le pont pourrait s'écraser, se fissurer. Mais c'est également le cas avec des solides comme la tour Eiffel, qui se balance au gré de l'ensoleillement. Si, la partie au soleil se dilate, ce qui la pousse et la fait pencher du côté opposé. Et c'est d'ailleurs comme ça, grâce à la dilatation des gaz, qu'on a pu déterminer qu'il y avait un seuil bas, infranchissable à la température. Mais on va y revenir. Plus c'est chaud et plus un gaz est dilaté. Voilà ce qu'est la température. Mais s'il y a bien un truc que la température n'est pas, c'est bien
La chaleur. Mon Dieu, ce que je me suis pris la tête au lycée avec mes colocs qui me soutenaient que c'était la même chose, température et chaleur. Bref, non, rien à voir. La température, c'est l'agitation des atomes, des particules. La chaleur, c'est la transmission de cette énergie. Un truc avec une température très élevée peut transmettre très peu de chaleur, ou inversement. Parce que oui, comme dans tout modèle physique et dans tout ce qui nous entoure autour de nous, tout va chercher l'équilibre. Un truc chaud et un truc froid vont avoir tendance à s'échanger de l'énergie pour être au final tous les deux tièdes. Enfin, c'est le chaud qui va transmettre son énergie au froid, parce que le froid, par définition, n'a pas d'énergie. Donc le froid va avoir tendance à capter l'énergie que le chaud va vouloir transmettre. Tout ça pour arriver à l'équilibre. Et des exemples comme ça, autour de nous, il y en a des dizaines. Le carrelage et la moquette, par exemple. Tout dans notre appartement est à température ambiante, aucune raison qu'un truc soit chaud et l'autre froid. S'il fait 20 degrés dans la carrée, a priori, tout est plus ou moins à 20 degrés. Sauf que quand on marche sur le carrelage, on a l'impression que c'est plus froid que sur la moquette. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la même conductivité thermique, ils n'échangent pas la même quantité d'énergie. Votre pied a une certaine température, il va échanger cette énergie avec le milieu qu'il touche. Mais la moquette ne conduisant pas l'énergie, le pied va rapidement chauffer toute la partie directement autour de lui sans se propager. Alors que le carrelage, lui, va diffuser très rapidement cette énergie autour. Vous allez donc réchauffer la moquette uniquement autour de votre pied, alors que le carrelage, lui, va être une vraie pompe à énergie. Même température, mais chaleur différente. Pareil, quand on sort un plat du four, tout dans le four, bien entendu, est à la même température. Encore une fois, il n'y a aucune raison physique pour que la grille soit infiniment plus chaude que la tourte aux figues au milieu. Et pourtant, vous pouvez mettre le doigt sur le gâteau sans vous brûler. Alors que ne faites jamais la même chose avec la grille. La température échangée n'est pas la même. De la même manière qu'à 20 degrés dans un appartement, ça va, alors que 20 degrés dans le bain, même température, même vitesse d'agitation des atomes, tu finis en Jack Dawson en 10 minutes. La résistance du milieu n'est pas la même, et la température ne va donc pas se transmettre de la même manière. Même température, mais pas même chaleur. À poil, notre corps va très vite chauffer l'air autour. Un peu comme pour la moquette. Et on sera bien. L'eau, au contraire, comme le carrelage, va diffuser l'énergie beaucoup plus vite. Sa résistance est plus faible. Et c'est donc aussi pour ça que le vent nous refroidit plus vite. Notre corps va échanger de l'énergie avec l'air, mais avec le vent, un air plus frais va le remplacer, vous allez le réchauffer, et ainsi de suite, dépensant donc beaucoup plus d'énergie. C'est comme changer de meuf tout le temps. Voilà. Tu payes pour le resto pour le premier date. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, t'as plus besoin de sortir la CB. Alors que si tu changes toutes les semaines, il va falloir raquer à chaque fois. Et c'est moi où je rame avec cette métaphore-là. Oui, et en plus, on avait très bien compris avec l'explication de l'air. En plus. Donc non, température et chaleur ne sont pas la même chose. La température est donc l'agitation des atomes, et en s'agitant, ils vont changer de propriété, voire d'état. Bien entendu, on connaît tous le phénomène, en dessous de 0, l'eau gèle, et au-dessus, l'eau bout. L'eau passe d'un état liquide à solide en dessous de 0, et d'un état liquide à gazeux au-dessus de 100. Et globalement, tous les matériaux se comportent plus ou moins comme ça. Ils ont une température de fusion et une température de vaporisation. Ou de condensation et de solidification, à l'inverse bien entendu. Mais les changements peuvent être plus subtils que ça, comme par exemple en cuisine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cuire les aliments. La chaleur de la poêle, de la casserole ou du four vont augmenter l'agitation des molécules qui vont changer de propriété. Les molécules stables à température ambiante vont être fragilisées et vont créer de nouveaux arrangements selon l'énergie. On va donc pouvoir transformer du sucre en caramel ou faire griller de la viande. Les molécules vont se réarranger, ce qui va nous permettre, nous, de mieux les assimiler derrière ou de créer de nouvelles saveurs. Les matériaux vont devenir plus mous avec la chaleur ou plus durs, voire cassants avec le froid au fur et à mesure que l'agitation des atomes diminue. Mais si en tant qu'humain, on connaît depuis des millénaires le phénomène de chaud et de froid, la différence entre 0 dans l'air ou 0 dans l'eau, ou le principe de cuisson des aliments, les phénomènes physiques ne sont connus, eux, que depuis très récemment. Alors, assez bizarrement, Aristote n'a pas dit de conneries à propos de la température. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais les premières mesures remontent quand même bien aux Grecs anciens, au 1er siècle après JC, avec notamment Héron d'Alexandrie. Alors ouais, pour nous, les Grecs anciens, c'est la même chose, c'est environ il y a très très longtemps. Mais non, là, entre les deux gus, il y a quand même 400 ans de différence. Bref, ce bon vieux Héron met au point un truc qu'il appelle un thermoscope. Pas encore un thermomètre qui bouge en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus l'air se dilate. Mais du coup, son thermoscope est dépendant de la pression de l'air. Donc selon la météo ou l'altitude, ça ne donne pas la même température. Oui, à l'époque, ils n'avaient pas encore la notion que la pression de l'air existait. On en a parlé en détail dans cette vidéo sur l'altitude. Le terme thermomètre est inventé en 1624 par le jésuite Jean Le Rochon, qui décrit une invention de Santorio, un médecin vénitien ami de Galilée. Parce que oui, ce bon vieux Galiléo utilise un thermomètre depuis 1592. Mais ce petit malin de Santorio a l'idée, lui, de le graduer. On met des petites marques régulières pour savoir où on se situe. Et ça permet d'avoir une température absolue. Bah oui, parce qu'avant, ils n'y avaient pas pensé.
et il définit la valeur de 0 qui est la température de la neige. Bon, c'est un référentiel comme un autre, fallait bien commencer par quelque part. Avant, sans ça, on pouvait juste dire bah, c'est plus chaud que ça ou plus froid que ça, hein, mais compliqué d'avoir une mesure précise simplement avec nos sens qui sont vite trompés. Cependant, ce thermomètre est toujours trop dépendant de la météo et de l'altitude. Mais en 1644, Torricelli met en évidence la pression atmosphérique. On l'a vu dans cette vidéo donc. Et 10 ans plus tard, Ferdinand II de Médicis invente un instrument basé cette fois sur la dilatation thermique d'un liquide, l'éthanol, qu'il teint de rouge pour qu'on puisse le voir, et fout tout ça dans un tube très fin afin que la pression atmosphérique n'influence pas. L'outil commence enfin à être fiable, mais la mesure n'a toujours pas de base fixe ni de graduation universelle. Carlo Renaldini, en 1694, propose alors le point de fusion de la glace pour le 0 et le point d'ébullition de l'eau comme base haute. Pas con, hein, notre système actuel, mais qui finalement ne sera pas retenu jusqu'à un certain monsieur Celsius en 1741. En 1717, le savant allemand Gabriel Fahrenheit remplace l'alcool par le mercure et fixe la première graduation solide qui va perdurer. Le 0 degré Fahrenheit étant la température d'un mélange de glace pilée, d'eau et de chlorure d'ammonium. Du sel quoi. Ce qui était un modèle stable qu'il pouvait facilement reproduire en laboratoire comme base. Et pour la graduation haute, il détermine 96 degrés Fahrenheit en se basant sur la température du corps humain, là aussi facilement mesurable. Et oui, 96 degrés et pas 100, parce que ta gueule. Et comme il trouvait ça un poil complexe, c'est normal, hein, quand on crée des choses, on peut pas tout faire nickel du premier coup, il a ensuite affiné la mesure en reprenant l'idée de Carlo Renaldini, en se calant sur la température de congélation de l'eau qu'il a déterminée à 32 degrés Fahrenheit, et la température d'ébullition de l'eau à 212 degrés Fahrenheit. Comme ça c'est clair, c'est facile, il y a pile 180 entre les deux, puis après tu ajoutes 32, tu divises par le carré de pi en cosinus, et tu retiens ta mère. Voilà. C'est super simple à utiliser. Et puis, le Suédois Anders Celsius est arrivé et a tout foutu en l'air. Alors lui, on avait un système simple, mais non. Avec ses gros doigts tout vilains, le mec fout la graduation sur les mêmes bases de changement d'état d'eau, glace, ébullition, tout ça, mais plein d'arrogance, le cale à 0 et à 100. Paraîtrait que c'était pour plus de simplicité. Bon. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, comme les calculs de tête à 36 décimales, ça n'intéresse personne, à part mes étudiants qui trouvent toujours plus pratique d'avoir un centre à 816,137 plutôt qu'à 0, personne n'est encore assez con pour utiliser l'échelle Fahrenheit. Mais alors, jusqu'où peut-on descendre? Parce que oui, si la température exprime l'agitation des atomes, plus on descend, moins les atomes sont agités. Plus la température baisse. Mais à un moment donné, ils peuvent pas être moins agités que pas agités du tout. Sauf si on n'est pas sur une échelle linéaire. D'après une image d'archives datant de -52 avant Jésus-Christ, l'architecte égyptien Numérobis fait une première estimation, mais elle a louche, hein. Il faut moins 8000. Puis en 1699, un physicien et ingénieur français un poil plus carré niveau méthodo, du nom de Guillaume Amontons, qui travaille sur les moteurs à air chaud, se rend compte que plus la température est élevée, plus le gaz est dilaté. Il mesure le tout le plus précisément possible avec les outils mis à sa disposition, notamment par les inventions de Médicis et de Fahrenheit, et se rend compte que la pression augmente en même temps que la température, de manière linéaire. Naturellement, en traçant la droite dans l'autre sens, il se dit qu'il va arriver à un point 0 et en déduit que la température la plus basse possible arrive aux alentours de moins 270 degrés. Je vous laisse faire la conversion en Fahrenheit. De toute façon, personne n'est encore assez con aujourd'hui pour utiliser les Fahrenheit. Il définit pour la première fois le terme de zéro absolu, limite qu'il n'est pas possible de dépasser. On a ensuite calculé de manière théorique, puis sur cette base-là et avec des outils de mesure beaucoup plus précis, on est arrivé à cette limite physique de moins 273,15 degrés Celsius, qu'on a pris comme nouvelle base 0, et nommé le 0 Kelvin, d'après William Thomson, aka Lord Kelvin. Sur la base des travaux de Guillaume Amontons, Kelvin définit cette limite comme celle correspondant à l'absence absolue d'agitation thermique et de pression d'un gaz, et laisse son blaze à cette nouvelle unité de mesure. 0 Kelvin, c'est l'absence totale de mouvement et de pression. C'est vous avez le droit quoi. Moins 273,15 degrés Celsius, les limites en dessous de laquelle on ne peut pas aller. En effet, on ne peut pas aller à une pression négative ou à une agitation atomique négative. Soit ça bouge plus du tout, soit ça bouge. Mais si ça bouge, la température monte. Du coup, le nom de Sub-Zero dans Senseiya est complètement débile, on peut pas aller en dessous du zéro absolu. C'est peut-être juste le 0 Celsius, pas le 0 absolu. Le mec fait juste de la glace, c'est pas Yoga ou Camus du Verseau dans Senseiya qui, eux, oui, descendent bien au 0 absolu avec leur attaque de l'aurore. Tu connais Senseiya, toi? Non, pas du tout. Je lis juste ton script, pas la moindre idée de ce que je raconte.
Yoga, avec son attaque, arrête totalement le mouvement moléculaire de ses adversaires qui gèlent donc sur place. Même si en vrai, à l'échelle quantique, même le zéro absolu n'est pas vraiment atteignable. On ne peut pas avoir une agitation vraiment nulle des atomes. Mais on peut descendre à quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Après, le reste est une mesure totalement arbitraire, basée sur les centigrades, le Celsius, la division par 100 entre les différents états de l'eau. Mais quel intérêt, me direz-vous, d'avoir des températures aussi basses? Moi déjà en dessous de 28 degrés, je me pèle le jonc pour boire mon mojito. Donc à part les moins 18 de mon congélateur justement pour les glaçons de mon mojito, qu'est-ce que j'ai besoin de descendre aussi bas? Et ben justement, à des températures proches du zéro absolu, les propriétés physiques changent complètement. La mécanique quantique a besoin de ces états très calmes, justement pour pouvoir être étudiée, voire manipulée. On peut faire des tests de théorie de cosmologie en laboratoire, on peut même faire des expériences sur le temps grâce à ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein. Il y a également les supraconducteurs qu'on a vu dans cette vidéo, qui ôtent toute résistance électrique et qui permettent aux électrons de glisser comme un P sur une plaque de verglas, et c'est nécessaire pour faire léviter un overboard notamment. C'est également indispensable pour les horloges atomiques et la météo de haute précision, pour avoir des systèmes de navigation ultra précis qui ne sont pas dérangés par les fluctuations quantiques, mais également pour les processeurs quantiques, dont on parle un petit peu moins maintenant depuis quelques mois avec l'arrivée de l'IA, mais qui sont nécessaires pour leur usage. Encore une fois, pour limiter les perturbations quantiques. Ben oui, parce que la température, c'est de l'agitation des atomes. Donc si vous voulez jouer avec les particules, il faut éviter qu'elles partent dans tous les sens. Mais on peut également s'en servir pour le refroidissement cryogénique extrême comme dans Akira. Le sujet numéro 28 a été enfermé dans une sphère maintenue à quelques degrés au-dessus de zéro absolu, et ce truc-là m'a toujours fasciné. La scène quand ils descendent, on sent le froid de plus en plus intense, les différentes couches qui retiennent le gaz ultra froid. Bref, je vais pas vous spoiler, mais vraiment, cette scène me fascine au point que je l'ai reprise dans mon bouquin justement pour le superordinateur quantique qui régit la ville, mais pareil, je vous spoil pas. Les usages sont nombreux, devenus indispensables pour notre usage quotidien, GPS, météo, IRM, etc. Mais comment on sait que c'est moins 273,15 et pas 16, 17 ou moins 272? La fusion de la glace, c'est vraiment une valeur sûre? Non, bien entendu, c'est une valeur totalement arbitraire. De la même manière que graduer en base 100. On aurait très bien pu le graduer en 10 ou une base 60, et on aurait eu des valeurs complètement différentes, mais pour mesurer exactement la même température, la même agitation des atomes. Non, bien entendu, la fusion de la glace étant sujette à tout un tas de petits paramètres externes, rendant la mesure bien trop imprécise, aujourd'hui, le 0 degré Celsius est défini comme étant très exactement 273,15 Kelvin. Et le Kelvin étant défini à partir d'une constante, la constante de Boltzmann, dont on se fout totalement de ce que c'est ici, mais qui par définition ne varie jamais, puisqu'elle est constante. Comme pour tout dans le système international, on se base maintenant sur des valeurs qui sont indépendantes de la nature, du milieu, des conditions ou de la mesure, et on a notre nouvelle unité absolue universelle. Mais s'il y a une limite basse, est-ce qu'il y a une limite haute? Bah oui, parce que si le 0 Kelvin c'est l'absence de mouvement et de pression, et que la température est traduite par le mouvement, fatalement, à un moment donné, les atomes ne pourront plus bouger au-delà d'une certaine vitesse, qui est celle de la lumière. Eh ben, on sait pas. On pense que la température de Planck est équivalent à environ 1,4 fois 10 puissance 32 Kelvin, 140 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, je sais plus, j'en ai peut-être oublié, soit à peu près la moitié de la température d'Archéophénèque devant Jason Momoa. Sauf qu'à ce niveau de température, les atomes ont disparu depuis bien longtemps. Tout n'est qu'une immense soupe de plasma où toutes les particules se baladent dans tous les sens, et les phénomènes physiques se mélangent. Et comme on l'a vu, plus c'est chaud, plus un gaz se dilate. Et plus il se dilate, moins il y a d'interaction entre les particules. Il faut donc des conditions débiles, des forces délirantes pour maintenir tout ça en cohésion, et on n'a jamais observé de telles températures, même de très très loin. On est à plusieurs milliards de degrés d'échelle par rapport à ça. Mais techniquement, non, on ne peut pas augmenter la température au-delà de cette limite physique. Voilà pour cette vidéo un petit peu à picorer, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans la différence entre température et chaleur déjà, que vous avez bien compris que la chaleur dépend de la manière dont la température est transmise entre deux milieux, par exemple votre corps et l'air extérieur ou l'eau, et de voir un petit peu plus net dans cette notion un petit peu chelou de zéro absolu. Encore une fois, pour en arriver simplement à ce truc tout con de savoir comment on s'habille le matin, il a fallu des milliers d'heures de raclage de soupières, parce que n'oubliez jamais que le génie est partout.